D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier VOL numéro 11, les condensateurs. Et on commence sans plus attendre par un petit disclaimer nécessaire qui va permettre de donner le ton de cette vidéo. C'est parti. Cet atelier est à destination des élèves de lycées en filière générale en France, ou dans les lycées français à l'étranger, qui ont le circuit RC au programme du baccalauréat. Ce cours va te permettre de comprendre ce qu'est un condensateur, de voir quelles sont ses formes et dans quel domaine ils sont utilisés, et bien entendu, quelles sont les formules associées pour déterminer ses caractéristiques électriques. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques approfondis de ce dipôle particulier, même si tu trouveras dans la leçon, dont le lien est dans la description, pas mal de schémas assez explicites. Ce n'est donc pas un cours d'électronique appliquée, mais il donne une bonne vue d'ensemble sur ce condensateur, bien plus que ce qui est enseigné au lycée. Néanmoins, pour les personnes curieuses, soyez les bienvenus. Et bon visionnage. Paragraphe suivant, dans lequel je vais définir ce qu'est un condensateur. C'est parti. On appelle condensateur, capacitor en anglais, l'ensemble de deux surfaces conductrices, ou armatures, séparées par un isolant, souvent appelé diélectrique, ayant une permittivité, ou constante diélectrique, donnée. Sur le schéma, en bleu, les armatures de surface notées S, en jaune le diélectrique, d'épaisseur notée petit e. Point important, un condensateur n'est pas forcément un sandwich rectangulaire, il peut aussi être cylindrique. Cette information aura son importance quand tu verras la formule qui permet de calculer sa capacité, dans laquelle intervient la surface des armatures. J'espère que tu connais les formules de la surface d'un carré, d'un rectangle, et d'un cercle, sinon je te conseille de les apprendre sur le champ. Le condensateur est un composant électronique ou électrique qui a la capacité d'emmagasiner une charge électrique durant la phase de charge, puis de la libérer à la demande. On appelle cette phase la phase de décharge. Il est utilisé principalement pour stabiliser une alimentation électrique, il se décharge lors des chutes de tension, et se charge lors des pics de tension, pour stocker de l'énergie, dans les supercondensateurs, et pour bloquer le signal électrique continu, et laisser passer le reste des signaux électriques. Chaque condensateur est caractérisé par sa capacité, en farad, noté grand F, et sa tension d'utilisation, en volt, noté grand V, ou tension de service, ces informations étant indiquées sur le corps du condensateur, en clair ou à l'aide d'un code couleur. J'ouvre une parenthèse. Contrairement au code couleur des résistors, sur lequel je me suis pas mal attardé dans l'atelier VOL numéro 7, son lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Volta. Je ne vais pas l'aborder ici. Comme je te l'ai dit dans le disclaimer, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques approfondis de ce dipôle particulier, même si tu trouveras dans la leçon, dont le lien est dans la description, pas mal de schémas assez explicites. Ce n'est donc pas un cours d'électronique appliquée, mais il donne une bonne vue d'ensemble sur ce condensateur, bien plus que ce qui est enseigné au lycée. Mais si le sujet t'intéresse, ou que tu veux voir à quoi ça ressemble, fais tes propres recherches sur le web. Parenthèse fermée. Très important, en aucun cas il ne faudra dépasser cette tension maximale, sinon il y aura un amorçage entre ces armatures. Un amorçage est une rupture de diélectrique, ce qui entraîne une isolation nulle entre les armatures et, par conséquent, un transfert brutal d'énergie d'une plaque vers l'autre. Le condensateur sera endommagé, pouvant même provoquer son explosion pure et simple, avec projection d'électrolytes et dégagement de fumée nocive. Donc extrême prudence. Et pour te montrer cette dangerosité qu'il ne faut pas minimiser, rien de mieux que le choc des images. Avant de lancer cette vidéo, je t'exhorte à ne pas la reproduire à la maison, au bureau, dans le garage ou la cave, ou dans n'importe quel autre endroit. Oui, c'est assez spectaculaire, mais c'est risquer des brûlures au 3e degré, des blessures graves pouvant conduire à un handicap ou à la mort, et probablement de lourds dommages matériels nécessitant la présence massive des sapeurs-pompiers, voire des services médico-légaux de la police ou de la gendarmerie. Je vais couper la musique de fond et monter le son pour que tu entendes tous les bruits qui vont conduire au désastre, et je vais faire un petit débriefing après. Voici la vidéo. Ça tout qu'il explose, on prend du jus toxique.
Putain, mais c'est pas drôle. Ah si, ça y est. Quatre jeunes personnes dans un atelier, sans aucun équipement de protection individuelle, pas de pantalon d'atelier, ni de chaussures de sécurité. Donc, ça laisse présager qu'ils n'ont pas de casque anti-bruit sur les oreilles, ça part mal. Un des protagonistes se planque derrière la porte entrouverte pour avoir un bon point de vue pas trop exposé. Peut-être le plus sensé du groupe, mais ça ne le protège pas pour autant des shrapnels. On n'a aucune indication sur le voltage fourni, ni son ampérage, mais au vu du générateur, la grosse boîte bleue sur roulette, ça a dû envoyer du lourd. On voit le revêtement rouge se déchirer, puis le condensateur explose en milliers de petits éclats métalliques, et une épaisse fumée blanche envahit l'atmosphère, la rendant toxique. On ne va pas se mentir, les conditions de réalisation de cette cascade électrique n'étaient pas professionnelles, mais fort heureusement, il n'y a aucun dégât corporel sur les acteurs de ce petit film. Tu trouveras d'autres vidéos d'explosion sur les différentes plateformes vidéo, certaines réunissant les normes de sécurité permettant d'éviter toutes les pollutions environnementales et corporelles que ça peut engendrer. Paragraphe suivant, dans lequel je vais te montrer le symbole du condensateur que l'on retrouve dans tous les schémas de circuits électriques, et t'expliquer pourquoi c'est ce symbole. C'est parti. Tu te souviens de la structure d'un condensateur? Deux armatures parallèles en métal, qui prennent en sandwich un isolant, le diélectrique, et sur lesquelles sont reliées des bornes pour le brancher. Eh bien, voilà son symbole, qui est le résumé de la description que je viens de te donner. Oui, les scientifiques sont tous pragmatiques, ils et elles ne s'encombrent jamais de superflu. Paragraphe suivant, je vais te montrer les différentes structures d'un condensateur, et tu vas sans doute remarquer qu'elles s'éloignent du symbole que tu viens de voir. C'est parti. On commence par l'axial. La construction axiale est basée sur des couches alternées de feuilles métalliques et de diélectrique, ou sur un diélectrique métallisé sur les deux côtés, enroulé en forme de cylindre. Les connexions aux plaques conductrices peuvent se faire via une languette insérée, ou un embout conducteur circulaire, et seront diamétralement opposés. Voici en photo un exemple de condensateur axial que tu peux retrouver sur tous les sites marchands. Les condensateurs axiaux sont couramment utilisés dans les circuits électroniques pour le filtrage, le découplage, la temporisation et d'autres applications. De taille relativement réduite, ils se montent facilement sur un circuit imprimé, ou se sautent directement sur des fils ou des bornes. Next. On continue avec le radial. Le type radial consiste généralement en une alternance de couches métalliques et diélectriques. Les couches métalliques sont pontées aux extrémités. Voici en photo un exemple de condensateur axial que tu peux retrouver sur tous les sites marchands. Les condensateurs à sortie radiale sont couramment utilisés dans les circuits électroniques pour le filtrage, le découplage, la temporisation et d'autres applications. Légèrement plus grands que les condensateurs à sorties axiales, ils se montent facilement sur un circuit imprimé, ou se sautent sur des fils ou des bornes. Next. On termine avec les surfaces. Les condensateurs à montage en surface reposent également sur des couches conductrices et diélectriques alternées. Les couches métalliques à chaque extrémité sont pontées par un capot à souder pour le montage en surface, c'est-à-dire sur une carte électronique. Voici en photo des exemples de condensateurs surface, de couleurs et formes différentes en fonction du diélectrique qu'ils contiennent, que tu peux retrouver sur tous les sites marchands. Paragraphe suivant, que se passe-t-il si on associe ces condensateurs en série? C'est ce que tu vas découvrir tout de suite. C'est parti. Le but du jeu est de transformer ce groupe de condensateurs en file indienne en ce condensateur, unique et équivalent. Et voilà comment faire. D'après la loi des mailles, U égale à U1, plus U2, plus U3. Sachant que Q est égal à C fois U, alors U est égal à Q sur C. Donc, U sera égal à Q1 sur C1, plus Q2 sur C2, plus Q3 sur C3. Comme Q égale à Q1, égale à Q2, égale à Q3, alors U égale à Q sur C1, plus Q sur C2, plus Q sur C3. Factorisation par Q, pour obtenir U égale à Q fois 1 sur CEC, ce qui implique que 1 sur CEC sera égal à la somme des inverses de chaque capacité. Tiens, c'est pareil que la somme des résistances, mais en dérivation. Transition toute trouvée puisque dans le paragraphe suivant, je vais te montrer les effets d'une association de condensateurs en parallèle. C'est parti. Le but du jeu est de transformer ce groupe de condensateurs se tenant par leurs deux bornes, 2 à 2, en ce condensateur, unique et équivalent. Et voilà comment faire. D'après la loi des nœuds, I est égal à I1, plus I2, plus I3. Sachant que Q est égal à I fois delta T,
ceci implique que Q sera égal à Q1, plus Q2, plus Q3. Comme Q est égal à C fois U, alors Q sera égal à C1 fois U, plus C2 fois U, plus C3 fois U. Factorisation par U pour obtenir Q égale à U fois CEC, ce qui implique que CEC sera égal à la somme de chaque capacité. Tiens, c'est pareil que la somme des résistances, mais en série. Bref, la boucle est bouclée. Enfin, pas tout à fait, puisque pour le moment, ce n'est que de la théorie qu'il faut mettre en pratique pour rationaliser cette notion d'association. C'est pour cette raison que dans le paragraphe suivant, je te propose un petit exercice tout simple, que voici. Dans l'assemblage ci-contre, C1 égale à 1000 microfarad, et C3 à 450 microfarad. Si la capacité équivalente est de 760 microfarad, déterminez la valeur de C2. On va la jouer technique, en combinant les formules d'association en série et dérivation, que je te remets devant les yeux. C1 et C2 sont en série l'un par rapport à l'autre, mais tous les deux en dérivation avec C3. Par conséquent, CX sera égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2, plus C3. Bigre fichtre saperipopiette. Une fraction à 3 étages, qu'il faut simplifier en C1 fois C2, sur C1 plus C2, en ramenant tout sur le même dénominateur, et en l'inversant. Puis, le C3 est balancé à gauche, un petit produit en croix, ou règle de 3, en n'oubliant pas de mettre chaque bloc entre parenthèses, développement, et tu isoles C2. Remplacement par les valeurs numériques, calcul, et C2 prend pour valeur 449 microfarad. À part la simplification fractionnaire du début et le tour de magie qu'il faut réaliser pour isoler C2, rien de bien compliqué, n'est-il pas? Paragraphe suivant, dans lequel je vais définir la capacité d'un condensateur. C'est parti. Par définition, elle représente la capacité du condensateur à recevoir et stocker de l'énergie sous la forme d'une charge électrique. Elle se calculera avec la formule suivante. C est égal à epsilon fois S sur petit e, aussi égal à epsilon R, fois epsilon 0, fois S sur petit e, avec C la capacité, en farad, epsilon la permittivité du diélectrique, en farad par mètre, S la surface des plaques, en mètres carrés, petit e l'épaisseur du diélectrique, en mètres, epsilon R la permittivité relative diélectrique, sans unité, et epsilon 0 la permittivité du vide ou de l'air, égale à 1 sur 36 pi fois 10 puissance 9, farad par mètre. Pour faire clair, epsilon R est un coefficient multiplicateur qui va indiquer la permittivité d'un matériau en fonction de celle de l'air ou du vide. Sur ton écran, voici un tableau rassemblant les valeurs de la permittivité de quelques matériaux. Epsilon sera égal à epsilon R fois epsilon 0, et je remets la valeur d'epsilon 0 sur l'écran. Je te montre comment ça fonctionne. Tu veux la permittivité du mica, tu auras besoin de son epsilon R qui se trouve ici. Tu vas utiliser sa valeur maximale, que tu vas multiplier par epsilon 0, pour avoir 6,2 fois 10 puissance moins 11 farad par mètre. Et c'est tout. Enfin, pas tout à fait, puisque je vais bien évidemment te mettre un exercice d'application pour que tu vois quand et comment employer cette formule. Le voici. Un condensateur plan possède les dimensions suivantes. Armature, 5 cm de long et 6 cm de large, épaisseur du diélectrique, 1000 micromètres. Calculer la capacité, notez C, si on admet un diélectrique constitué par de l'air. Calculer la capacité, notez C, si on admet un diélectrique constitué par du papier. Tout en haut, des valeurs pour l'air, le papier, la gutta-perca et l'isolation plastique du câble électrique haute tension, code XKT. Ce sont bien évidemment celles du epsilon R. Pour des raisons d'efficacité, on va traiter les deux questions en une seule passe. En premier, je réaffiche la valeur de epsilon 0 à droite sur l'écran. Ensuite, tu reprends la formule générale. Pour la capacité du condensateur à air, epsilon R est égal à 1, les longueurs sont converties en mètres, attention de ne pas te tromper dans les puissances de 10, calcul, et CR est égal à 26,5 picofarad en écriture d'ingénieur. Pour la capacité du condensateur à papier, epsilon R est égal à 2,3, les longueurs sont converties en mètres, attention de ne pas une nouvelle fois te tromper dans les puissances de 10, calcul, et C papier est égal à 61,0 picofarad en écriture d'ingénieur. Avec méthode et minutie, tout te réussit. Paragraphe suivant, dans lequel je vais te montrer comment déterminer la valeur de la quantité d'électricité accumulée dans un condensateur. C'est parti. La quantité d'électricité accumulée se compte en coulombs, avec un coulomb correspondant à 6,25 fois 10 puissance 18 électrons,
et elle se calcule suivant cette formule. Q est égal à C fois U, aussi égal à I fois delta T. Q est la quantité d'électricité, en coulombs, c'est la capacité du condensateur, en farad, U la tension à ses bornes, en volts, I l'intensité du courant, en ampères, et delta T le temps, en secondes. Deux moyens mnémotechniques existent pour ne pas oublier ces formules. Le premier, Q égale à C fois U, ça fait littéralement Q égale à Q. Rigolo, n'est-il pas? Le second, en prenant le bloc complet et en se basant uniquement sur les lettres latines, tu peux te dire que, c'est cuit, je l'ai dans le cul. Certes, un peu plus grossier, mais elle fonctionne bien sur le cerveau de mes élèves. On enchaîne sur un exercice, histoire de mettre cette formule en application concrète. Le voici. Un condensateur, borné Mn, de capacité 3,0 mF, a été chargé par un courant d'intensité constante, noté I0, de 2,0 microampères arrivant sur l'armature N, pendant 2 minutes 30 secondes. Petit 1, quelles sont les quantités d'électricité portées par chacune des armatures du condensateur? Analysons les données fournies. On a une intensité et un temps, donc Q est égal à I0 fois delta T. Conversion des 2,0 microampères en ampères, et du temps en secondes, calcul, et le résultat est 300 microcoulombs en écriture d'ingénieur. Next. Petit 2, quelle est la valeur de la tension UMN aux bornes du condensateur ainsi chargé? Pas le choix ici, on prend l'autre partie de la formule, donc Q est égal à C fois UMN. Tu isoles la tension, remplacement par les valeurs numériques exprimées dans la bonne unité, et UMN est égal à 100 volts. Pas plus compliqué. Paragraphe suivant, dans lequel tu vas être en mesure de déterminer la quantité d'énergie stockée sur les armatures d'un condensateur. C'est parti. L'énergie stockée par le condensateur a pour formule W égale à 1/2 de C fois UC au carré, W égale à 1/2 de Q fois UC, et W égale à 1/2 de Q carré sur C. Pourquoi toutes ces formules? Simplement parce que Q est égal à C fois U, ça permet de passer de l'une à l'autre en fonction des informations communiquées dans l'énoncé. Bien entendu, W est l'énergie stockée, en joules, c'est la capacité du condensateur, en farad, Q la quantité d'électricité, en coulombs, et U c'est la tension aux bornes du condensateur, en volts. Pour appliquer ces formules nouvellement apprises, quoi de mieux que de plonger directement dans le grand bain avec cette petite évaluation? Ce n'est pas un peu dangereux? Oui, c'est évident. Tu risques d'y laisser des neurones? Probablement, mais c'est pour la bonne cause, la tienne, réussir tes études et devenir qui tu veux devenir. C'est parti. Un condensateur plan à la surface des armatures, noté S, égale à 100 cm². L'épaisseur du diélectrique est petit e égale à 2 cm. La permittivité relative du diélectrique est epsilonaire égale à 2. Petit 1, calculer la capacité du condensateur plan. Tu vas avoir besoin du epsilon 0, que voici. Par définition, C est égal à epsilon R, fois epsilon 0, fois S sur petit e, remplacement par les valeurs numériques, attention de convertir les centimètres carrés en mètres carrés, et les centimètres en mètres, calcul, et le résultat est de 8,8 picofarad en écriture d'ingénieur. Next. Petit 2, calculer la charge Q du condensateur si on applique une tension U égale à 100 volts. Par définition, Q égale à C fois U, remplacement par les valeurs numériques, C doit être en farad, d'où le 10 puissance moins 12, calcul, et tu devrais avoir 0,88 nanocoulomb en écriture d'ingénieur. Next. Petit 3, calculer l'énergie emmagasinée. Les informations dont tu disposes sont la tension, la charge calculée précédemment, et la capacité. Fais au plus simple en utilisant cette formule. Remplacement par les valeurs numériques, Q doit être en coulomb, d'où le 10 puissance moins 9, calcul, et le résultat sera de 44 nanojoules en écriture d'ingénieur. Next. Petit 4, que devient la charge si l'épaisseur devient la moitié? On pourrait faire des calculs, mais je vais te montrer comment raisonner sans. Par contre, il va falloir jouer avec les formules, les imbriquer les unes dans les autres. Je vais te montrer. On sait que Q égale à C fois UC, mais comme C est égal à epsilon R, fois epsilon 0, fois S sur petit e, tu auras Q égale à epsilon R, fois epsilon 0, fois S sur petit e, fois U. Tu poses petit e' égale à petit e sur 2, puis Q' est égal à C' fois U, remplacement de petit e par petit e', bidouillage de la fraction à 3 niveaux, et le résultat sera 2 fois Q.
Par conséquent, en divisant l'épaisseur du diélectrique par 2, on double sa charge. Nickel chrome vanadium. Next. On dispose de deux capacités, C1 égale à 5 microfarad et C2 égale à 20 microfarad. Petit 1, calculer la capacité équivalente, notez C, si les deux condensateurs sont en série. Je vais traiter la petit 2 en même temps, vu qu'il faut calculer la capacité équivalente, notez C', si les deux condensateurs sont en parallèle. Tu vas devoir utiliser ces formules vues il y a quelques minutes. En série, 1 sur C sera égal à 1 sur C1, plus 1 sur C2, donc C sera égal à C1 fois C2, sur C1 plus C2, remplacement par les valeurs numériques, calcul, et C prend pour valeur 4 microfarad. En dérivation, c'est tellement plus simple, C' égale à C1 plus C2, soit 25 microfarad. Pas plus. Next. Soit W1 l'énergie emmagasinée par C1, W2 l'énergie emmagasinée par C2, et W l'énergie emmagasinée par C. Établir la relation entre W, W1 et W2, si petit a, les condensateurs sont en série, et petit b, si les condensateurs sont en parallèle. Je vais traiter ces deux questions en même temps, ce sera plus efficace. On ne dispose que de la capacité, et pour simplifier le raisonnement, je vais choisir cette formule, car C est au numérateur. Tu l'appliques pour W1, et tu isoles ensuite C1. Idem pour W2, et tu isoles C2. Voici les formules que tu vas devoir bidouiller les unes avec les autres, ou les unes dans les autres, pour répondre à la question. On commence par le montage en série. C égale à C1 fois C2, sur C1 plus C2, remplacement de C1 et C2 par leurs expressions, réduction au numérateur, factorisation au dénominateur, réduction du bloc complet pour obtenir 2W1 fois W2, sur UC carré facteur de W1 plus W2. Le 2 et le UC carré passent à gauche, transforme C en W, et tu obtiendras W égale à W1 fois W2, sur W1 plus W2. Certes, un peu technique d'un point de vue mathématique, mais avec méthode et minutie, ça devrait le faire. Next. On termine par le montage en dérivation, et ça va aller plus vite. C' est égal à C1 plus C2, remplacement de C1 et C2 par leurs expressions, factorisation au numérateur pour obtenir 2, facteur de W1 plus W2, sur UC carré. Le 2 et le UC carré passent à gauche, transforme C' en W', et tu obtiendras W' égale à W1 plus W2. À ce propos, on arrive à un niveau scientifique dans lequel tu dois parfaitement maîtriser certains outils mathématiques, comme la factorisation, le développement, le calcul fractionnaire, les puissances, et la résolution des équations. Si ce n'est pas le cas, je te conseille de jeter un coup d'œil dans le catalogue de vidéos, tu trouveras de quoi effacer efficacement ces lacunes. Au boulot. Dernier paragraphe, dans lequel je vais te montrer qu'il n'existe pas qu'un seul type de condensateur, et que leurs formes sont diverses et variées. C'est parti. Tu auras plusieurs catégories de condensateurs. Les fixes, de capacité constante, les ajustables, 2 ou 3 valeurs de capacité peuvent être sélectionnées via un commutateur rotatif, les variables, une infinité de capacités sur une plage définie, les polarisés, attention au sens de branchement dans le circuit, et les non polarisés. Concernant leur diélectrique, ils peuvent être des céramiques, un film de plastique, au tantale, en polymère, en papier, ou simplement de l'air, ou du verre. Dans le cours disponible dans la description, tu retrouveras moult détails et quelques belles illustrations concernant chacune de ces technologies, que je te conseille de lire pour étoffer ta culture générale scientifique, quelque peu dans les fraises. Quant à leur forme, voici un petit échantillon de ce que tu peux retrouver dans tous les circuits imprimés de tes appareils électroniques, ou sur tous les sites marchands du web. De la couleur, du cylindre, du pavé, du plat, du volumineux, bref, tu as l'embarras du choix, et le choix de l'embarras, ça va dépendre de la capacité que tu veux, de sa tension de service, et de la place dont tu disposes pour le faire tenir sur ta plaque. Bon courage! L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis à disposition des exercices à forger, leurs liens sont aussi disponibles en description. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.